Pourquoi ne pas se saisir de Pierre de Rohan dès son arrivée et l'interroger? Non, je veux prendre des conjurés sur le fait. Père, mais vous n'allez pas vous rendre au conseil. Alors dites, ma fille, j'y compte bien. Vous n'avez pas le droit d'exposer votre vie, même si les risques C'est sont... toi qui évalue le risque. Et je n'aime pas beaucoup qu'une femme, fût-elle ma fille, dise au roi, vous n'avez pas le droit. Je n'aime pas non plus que l'on me donne des conseils de nourrice, que l'on me chaperonne, que l'on me traite en vieillard irresponsable. Je ne suis pas encore retombé en enfance. Bonjour, Bonjour. Florence Pernel, Cécilia, puis maintenant Puis Anne de France. Anne de oui. France. Spécialité, Décidément, les premières dames, c'est... Spécialité première dame, Tout à dame fait. de l'ombre, dames qui prennent le pouvoir là où on les attend pas. Oui, absolument. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que j'ai tourné Anne de France avant de tourner Cécilia, ouais, dans Très l'ordre drôle. chronologique. Ah oui, tout à fait. Le film La Conquête est sorti avant le Louis XI. Mais je vous cache pas que je m'en suis beaucoup servie. Ah oui Oui, parce que si vous voulez, Anne de France étant quand même une femme de l'ombre aussi, alors l'histoire est différente puisque là c'est la fille du père, alors qu'avec Cécilia Sarkozy c'était l'épouse d'eux, la femme d'eux, voilà. Mais il y a aussi ce côté femme de l'ombre qui par le fait d'être continuellement au contact de l'homme politique, du savoir politique, du stratège politique, etc., absorbe et apprend énormément. Et Anne de France était une vraie femme politique, c'est-à-dire qu'elle avait une intelligence politique hors norme, quoi. C'est l'héritière directe de son père. On la connaît pas finalement, on les connaît mal ces personnages-là, parce que quand j'ai fait un petit test autour de moi, même Louis XI, les gens Louis XI... Louis XI quand même on s'en souvient, d'abord parce que son image, je dirais, ce qui nous est resté gravé dans nos esprits d'enfants, les images qu'on vous montrait comme ça en classe, on voyait les cages, les petites cages dans lesquelles Louis XI enfermait ses prisonniers, ça vous etc. resitue, Moi, la première fois oui. qu'Henri m'a parlé du film, c'était la première image que j'avais de Louis XI. Après, j'ai poussé un peu plus loin la recherche et j'ai lu diverses biographies, dont une très bonne de Rendal, et c'est vrai que là, vous apprenez quel homme absolument formidable il était, enfin quel homme d'État formidable il était. Maintenant, humainement, c'est autre chose, mais disons que c'était un homme qui était habilité par le devoir et par le sens politique et par l'unification de la France et l'identité nationale. C'est en ça où finalement il est très moderne, quoi. Et d'ailleurs, Louis XI est présenté, alors il s'appelle Louis XI, le pouvoir fracassé, et est présenté comme un thriller historique. Mais c'est vrai, parce que le scénario écrit par Jacques Santamaria et Henri Hellman est vraiment construit comme tel. On pourrait tout à fait enlever les costumes, enlever l'époque et jouer exactement le propos. Dans des costumes modernes, ça marcherait tout aussi bien, parce qu'il s'agit d'intrigue, il s'agit de complot, et ça, malheureusement, c'est de toute éternité. Et c'est assez moderne parce qu'on est quand même à l'époque, c'est lui qui va signer notamment le traité de la guerre de 100 ans, mais il est tout à fait, il est très, on va dire très en avance sur son temps. Déjà, il est très, comment dirais-je, comment on pourrait dire ça, manigance, mais en calcul de pouvoir et un calcul qui lui permet même d'aller jusqu'à placer sa fille à la régence, ce qui est quand même c'est-à-dire que je dirais que sa fille la place non pas par hasard, parce que ce serait pas juste de dire ça, mais il se trouve qu'il n'y a personne d'autre qu'elle, que son fils est trop jeune, il a 11 ans quand Louis XI meurt, donc il ne peut pas, il n'est pas à même de prendre la succession, et celui à qui reviendrait naturellement la succession, qui est Louis d'Orléans, qui va devenir Louis XII, et à ce moment-là, en pleine guerre contre Louis XI, et lui essaye au contraire de faire éclater tout ce que Louis XI a construit, c'est-à-dire l'unification. Et donc, il va donner le pouvoir à Jeanne de France, qui va continuer son œuvre et qui va même faire emprisonner le futur roi de France, puisque à la mort du fils de Louis XI, donc Charles, je ne sais plus combien.
Charles VIII. Charles VIII, oui. Charles VIII. Vous vérifierez que je dis Je pas crois que c'est de Charles conneries. VIII, vous avez raison. Charles VIII, parce que c'est un peu loin. Charles VIII, à la mort de Charles VIII, c'est lui qui va reprendre le flambeau et qui va devenir roi de France, qui a été d'ailleurs un roi tout à fait apprécié. Oui, on l'appelait le roi du peuple aussi, parce qu'il était apprécié de ces sujets. Alors ce qui est très marquant, c'est quand on voit visuellement le film, les scènes, etc., on a du mal à croire qu'on soit... on est juste à, je sais pas, 40 ans, je crois, de François Ier. François Ier, ouais. Mais c'est en fait, c'est la fin de l'obscurantisme, quoi. C'est la fin du Moyen-Âge et on va accéder à la Renaissance. On est en pleine période charnière. Économiquement, la France est forte. Elle est d'autant plus forte qu'elle est renforcée par je dirais, la façon de gouverner de ce roi, qu'on a appelé le roi des bourgeois, et qui s'est énormément rapproché du peuple, celui qui fait en tous les cas marcher un pays, à savoir les commerçants, ceux qui fabriquent des choses, ceux qui nourrissent les gens, les gens qui font ce qu'on appellerait aujourd'hui la classe moyenne, et qu'il a, je dirais, délaissé les baronnies, les princes et autres, pour s'intéresser beaucoup plus à ces gens qui sont le cœur d'un pays. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée d'intéresser les téléspectateurs qui, a priori, se diraient « bon, oui, Louis XI, je sais pas quoi », en le faisant interpréter par Jacques Perrin. Alors vous, j'imagine que vous aussi, c'est un argument... J'ai cru comprendre d'ailleurs, parce que j'ai entendu, mais je vous laisse nous en parler. Que c'était un argument, je veux dire, que ce soit supplémentaire, oui, que ce soit Jacques Perrin pour vous, non? Pour moi, c'était un cadeau, hein, je vous le cache pas, parce que d'abord, j'aime beaucoup Jacques, j'ai déjà tourné... Ça fait la deuxième fois que je suis sa fille, que c'est mon amour de petite fille. Parce que comme beaucoup, oui, comme beaucoup, j'étais folle amoureuse de lui dans Peau d'âne. Donc voilà, le fait de me retrouver sa fille et ô combien cette fille importante, c'était un cadeau. Mais je trouve que la bonne idée, c'est effectivement de prendre pas forcément l'acteur auquel on s'attend. Et ce qu'il y a d'intéressant avec Jacques, c'est qu'il a une gentillesse et une placidité apparente qui peut être justement d'autant plus redoutable si vous avez une volonté de faire derrière et une autorité sans concession, voilà. Et c'est ça qui fait justement finalement, on ne sait pas si Louis XI était beau ou moche, puisque c'est l'interprétation de l'époque, quoi. Donc peu importe peu importe son physique, quoi. En un mot, vos projets, alors ? Alors, Quadrille, de Sacha Guitry, mise en scène par Bernard Murat à Édouard VII, avec François Berléand, Pascal Arbillot, François Vincentelli. Et on commence le 1er décembre. D'accord. Et avec Jacques Perrin, d'autres choses Avec Jacques Perrin, j'adorerais encore. Mais là, pour l'instant, non. Oui. Mais j'adorerais. Et cette fois-ci, vous aimeriez être éventuellement sa compagne. J'aimerais bien, à force. Vous allez y arriver. Peut-être. Merci Florence Pernelle. Merci. À bientôt. Au revoir.